Bien, donc je m'appelle effectivement Claudine Gau. J'étais chef d'établissement en Mayenne, donc loin d'ici, mais effectivement je suis carcassonnaise d'origine. Et donc j'ai eu l'idée un peu farfelue, bien avant beaucoup de monde, de monter une section d'accueil spécifique pour les précoces en 99-2000. Donc bien avant les textes officiels, dont il est inutile de vous dire que ça s'est fait en catimini, sans aucun moyen, et comme on a pu. Il n'y avait pas ou peu d'internet, il y en avait beaucoup moins, donc en plus on n'avait pas d'outils, etc. Donc on l'a fait avec les moyens du bord, mais on a vécu une expérience pédagogique absolument extraordinaire, et je suis d'accord avec Madame Manifacier, ça a été vraiment, et les enseignants me l'ont dit quand je suis partie de cet établissement, ça a été une aventure pédagogique extraordinaire, et ils n'auraient jamais fait autant de progrès qu'en ayant à cœur de pouvoir accueillir des précoces. Donc c'est vrai que c'était une très très belle aventure. Donc ma première diapositive pose tout de suite le problème, sous forme un peu humoristique, parce que vous savez que les précoces ont quand même le sens de l'humour, même si c'est pas toujours accueilli par les enseignants avec tout l'humour qu'il faudrait ou la distanciation qu'il faudrait. Mais on pose là, je l'ai dit sous forme humoristique, une des problématiques de la précocité, entre le décalage qu'il y a entre ce qui est proposé au menu et ce qu'ils ont eux dans la tête. Ils ont souvent effectivement des envies, qui sont vraiment très très loin de la simple problématique qui est donnée à l'école. Donc c'est vrai que c'est important de prendre conscience quand on est enseignant effectivement que nourrir un enfant intellectuellement précoce c'est vraiment très très important. Donc je me dis mais celui-là il est à peu près sauvé parce que l'enseignant au lieu de lui donner encore plus d'addition en disant tu sais pas les faire, il l'envoie chez le psychologue. Donc c'est pas si mal que ça. Et la deuxième diapositive, c'est caisse de résonance. Ce sont des enfants comme les autres, mais ce sont des enfants trop sensibles, trop rapides, trop ceci, trop cela. Tous les attendent trop. Donc effectivement, comme un tambour, on met un petit son dessus. Pour eux, ça fait quelque chose de vraiment très important qui les gêne. Ouh là là, attendez voir, parce que je ne maîtrise pas encore la technologie. Je suis allée trop vite. Et alors, voilà. Allez, voilà. Donc, mon travail dans l'association, donc l'Association française des enfants précoces, est une des rares associations qui a la possibilité d'intervenir, comme l'a dit Madame Manifacier, au niveau directement des établissements scolaires. Je me déplace dans toute la France pour aller faire des formations auprès des enseignants, puisqu'on a un agrément de l'Éducation nationale. Et qu'est-ce que j'entends encore aujourd'hui ? J'entends encore parfois des équipes qui ont été un peu contraintes par leur chef d'établissement à venir suivre l'information que je vais leur donner, et j'entends encore des gens qui me disent « ça n'existe pas ». J'en ai jamais eu dans mes classes. Une dame qui me disait ça, elle était pourtant plus près de la sortie que de l'entrée dans sa carrière, elle me dit « j'en ai jamais vu ». Alors je lui dis je suppose que vous avez jamais eu aussi d'enfants en difficulté, parce que comme c'est la même proportion, ça veut dire qu'effectivement, vous n'avez eu que des élèves moyens. Finalement, vous avez dû beaucoup vous ennuyer dans votre carrière d'enseignante. Voilà. Bon, donc elle n'a jamais eu dans les classes. Non, c'est dans l'autre sens. C'est vrai que c'est pas facile à repérer parce qu'effectivement, quand vous regardez les dossiers scolaires, là, on les a pris directement dans les dossiers scolaires. Regardez quelques exemples qui sont le contrepoint de ce qu'on nous dit. On nous dit les enfants précoces souvent ont un langage qui se met très très vite en place, très jeune. Einstein a commencé à parler, il avait 4 ans, même 4 ans et demi. Il a commencé un peu à lire, à déchiffrer, il avait 7 ans. Donc vous voyez, il n'y a pas là non plus de repères fixes en disant ah oui, elle parle très tôt, il parle très tôt, c'est parce qu'il est précoce, ou il parle tard, mais c'est qu'il a un problème. Donc on voit des gens comme Walt Disney, etc., où les enseignants ont osé dire qu'ils n'avaient pas de bonnes idées, ou que Tolstoï, c'était un bon à rien, donc on l'a viré. Van Braun, qui est Philéa, c'est un peu parce qu'il y a eu un Van Braun au départ que Philéa est posée là où elle est à 500 millions de kilomètres de la Terre. C'est parce qu'il y a eu des gens comme ça, mais à l'école il n'était pas bon en algèbre. Alors vous voyez qu'effectivement il faut pas désespérer. Donc effectivement, on est dans un grand malentendu. Un grand malentendu parce que l'intelligence, s'il est intelligent, il s'adapte.
Oui, mais s'il est intelligent, c'est parce que ses parents regardaient sont dans un certain milieu, donc on l'a beaucoup suralimenté, j'allais dire. Donc ça vient de l'éducation qu'il a eue. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou alors, s'il est intelligent, il va s'adapter. Et non, je vais vous montrer qu'effectivement, c'est pas toujours facile ou c'est pas toujours faisable. S'il est intelligent, il en a de la chance. Vous le savez mieux que moi, quand vous avez des précoces à la maison, à quel point parfois ça peut être extrêmement douloureux. Donc, vous voyez, on est dans des surreprésentations qui ne correspondent pas à la réalité, moi, de ce que j'entends quand je suis au bout du fil et que j'entends des parents un peu désespérés en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, comme on le disait tout à l'heure, et c'est vrai, maintenant, on peut plus le nier que les enfants précoces existent. Comme je dis, au secours, monsieur le docteur House, c'est vrai que c'est ça. À partir du moment où on a eu les IRM, on a eu les neurologues qui ont travaillé avec nous, ils nous ont montré que leur cerveau fonctionne différemment. Et ça, jusqu'à la fin de leur vie. Donc, ne vous dites pas, il est précoce maintenant, mais ça va se calmer dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je suis mariée avec un qui a 67 ans et il est toujours aussi bizarre. Donc, et il n'a pas vraiment changé dans son fonctionnement. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne se calmera pas. Voilà. Et en plus, vous avez pour vos ados le passage un peu délicat de la juxtaposition de la précocité en même temps que l'adolescence qui va se mettre en place. Donc, bon, ils n'y peuvent rien. Ils sont désespérants parfois. Vous avez beau répéter des choses en disant c'est pas possible, il le fait exprès. Il n'y peut rien. C'est son mode de fonctionnement qui est différent. Il n'est pas plus intelligent, plus ceci, plus cela. Il se fonctionne différemment. Donc, si vous êtes intéressé, oui. Excusez-moi, il y a un mode de fonctionnement déterminé? Il est très divers. Après, vous allez avoir la même hétérogénéité que dans une fratrie, dans une classe où vous en avez 30. Mais néanmoins, il y a des signes et vous allez voir que vous allez reconnaître effectivement. Il y a quand même des signes qui font qu'à un moment donné, un enseignant un peu informé peut avoir des doutes. Un parent, tous les parents qui nous appellent, tous, sans exception, j'allais dire 999 sur 1000, vont me dire, je pense que, ils y vont en plus très précautionneusement, c'est pas du tout, oh, moi, je suis contente que, etc. En général, s'ils appellent les associations, c'est qu'il y a un problème. Eh bien, très franchement, ces parents-là, pratiquement dans tous les cas de figure, ils ne se trompent pas. En disant, je me trompe peut-être, etc. Non. Vous parlez de l'IRM. Oui. Et du fonctionnement du cerveau. Est-ce que c'est quelque chose de assez caractéristique, oui, dans le fonctionnement du cerveau. Donc, regardez la vidéo que je vous ai mise. Donc, on n'a pas le temps de le faire, mais prenez les coordonnées de cette vidéo. C'est un neurologue, donc il est professeur à Aix, et qui vous explique effectivement toutes les caractéristiques du cerveau. En particulier, le flux sanguin est plus important. Les fibres blanches, qui est une partie du cerveau, que les neurologues appellent les autoroutes de l'information, eh ben, elle est plus large. Eh ben, si vous avez une route où vous avez 5 voies et une route où vous avez une voie, forcément, vous avez des bouchons dans la route où il y a une voie, il n'y en a pas dans une route où il y a 5 voies. Eh ben, il y a plein de caractéristiques neurologiques qui sont assez spécifiques des précoces. Les zones de mémoire chez les précoces est très différente. Oui. Les questions-réponses, en fait, se feront par la suite de l'intervenant. Je vous demande juste de respecter, de ne pas les couper dans leur conférence. Il va y avoir 15 minutes après chaque conférence, comme inscrit sur le programme, où il y aura un micro qui va passer pour que tout le monde puisse aussi entendre les questions qui vont être posées, et l'intervenant y répondra. D'accord. Donc, allez voir cette vidéo, et effectivement, les caractéristiques neurologiques sont assez semblables. Hein. Après quoi, en termes, effectivement, le terme de précoce qui a été pris par l'Éducation nationale, donc c'est celui que je vais prendre, n'est pas forcément le plus adapté parce qu'on se dit, un arbre, cette année, il est précoce, et puis l'année d'après, il l'est plus. Je vous dis, il a 67 ans, il est toujours précoce. Et c'est vrai que le terme est du coup très ambigu. Alors, les Américains parlent de highly gifted, plus doué que les autres. On peut parler de haut potentiel. Alors, maintenant, j'ose pas dire HP parce que j'expliquais à un de mes élèves ce qu'est un HP, puis en rigolant, il me dit HP comme hôpital psychiatrique.
Je lui dis, mais maintenant, ça se dit plus hôpital psychiatrique, mais ce qu'il dit, ça me correspond bien aussi. Donc, vous voyez quand même qu'il était en souffrance. Donc, voilà, le terme effectivement officiel, c'est effectivement parce que au moment où il passe un WISC, on peut constater une avance sur les autres dans un certain nombre de domaines. Donc, en ce qui concerne les statistiques, Madame Manifacier vous les a données, 2-3% de la population scolaire, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, parce qu'effectivement, ils sont diffus, donc on a tendance à pas trop les voir, mais quand on fait les chiffres, ça fait 300 ou 400 000 enfants concernés dans le système éducatif, donc c'est quand même énorme. Voilà. En termes de statistiques, alors, les garçons qui sont dans la salle vont être contents. Si je dis on teste 120 garçons pour 100 filles, j'ai bien dit on teste. Parce que les garçons, ils font beaucoup plus de bruit et ils sont beaucoup plus embêtants, et c'est pas le terme que j'ai dans la tête en disant embêtants, quand ils sont à l'école et qu'ils sont malheureux. Donc on en teste plus. Donc c'est à peu près, c'est donc quand on les teste, effectivement, on teste plus de garçons que de filles, et les coups de fil qu'on peut avoir dans les associations concernent plus les garçons que les filles, effectivement, parce que ça se passe souvent beaucoup plus mal. En termes de fratrie, là, je vous le livre tel que les scientifiques qui travaillent avec nous constatent. Il semblerait, donc conditionnel, que les aînés des fratries soient plus concernés que les autres. Mais pour l'instant, on n'a pas d'explication par rapport à ça. On ne fait que constater, effectivement. Ensuite, en termes de sexe, donc je vous l'ai dit, en termes de milieux sociaux, donc contrairement, puisque c'est un fonctionnement du cerveau, ça n'a rien à voir avec le milieu social. En termes de détection dans un milieu social favorisé, il y en a beaucoup plus. Mais si on prenait le temps, effectivement, de tester toute la population scolaire, on s'apercevrait que le pourcentage d'enfants, quel que soit le milieu social, est strictement identique. Mais beaucoup plus difficile à gérer pour un enfant dans un milieu défavorisé. Puisqu'il a besoin qu'on le nourrisse, il a besoin qu'on lui apporte plus, il a besoin qu'on le prenne en charge, qu'il ait à sa disposition des outils, etc., qu'il n'a pas forcément dans un milieu défavorisé. Et qu'il n'a pas, en plus, du point de vue affectif, parce que parfois, dans certaines familles, attention à ce que je dis, dans certaines familles, l'école, c'est pas la priorité, pour X et X raisons. Donc, si cet enfant sent qu'il a envie de faire des choses à l'école et que c'est contre son milieu, quelque part, psychologiquement, il est encore tiraillé dans une autre problématique entre l'intégration dans son milieu et l'intégration à l'école. Donc, c'est bien plus difficile pour eux que pour n'importe quel autre. Voilà. Donc, les tests de QI, je ne suis pas psychologue, je vous dis simplement qu'effectivement, ce sont des tests qui sont réévalués tous les 5 ans. Donc, théoriquement, on devrait passer au WISC 5 dans très peu de temps, tout simplement parce qu'on s'aperçoit sur une tranche de 10 ans, puisque c'est à peu près, tous les 10 ans, pardon. On s'aperçoit qu'effectivement, un enfant testé il y a 10 ans n'a pas les mêmes capacités qu'un enfant testé maintenant, parce qu'il y a eu l'informatique, parce que donc les choses évoluent, l'intelligence évolue, donc les tests évoluent. Ce sont des tests qui ont été faits par un Américain, Welcher, mais qui sont après adaptés en fonction si c'est fait en France, si c'est fait aux États-Unis, etc. Les tests sont les mêmes, les subtests sont les mêmes, mais à l'intérieur, on tient compte effectivement du milieu culturel dans lequel on est. Si on est chez les anglo-saxons, c'est pas la même chose que chez les latins, etc. Donc voilà ce que ça représente effectivement. 100, c'est la courbe moyenne, et vous voyez qu'elle est parfaitement symétrique. Donc on a autant d'enfants en difficulté que d'enfants à haut potentiel. Et plus on s'éloigne du centre, et plus les enfants ont besoin d'un accompagnement particulier. Ce qui veut dire que plus les enfants ont un très haut potentiel, et plus ça va être compliqué de les faire entrer dans le moule éducatif. Donc quand les parents sont un peu catastrophés en disant on l'a testé en 145, 150, avec en plus une hétérogénéité, c'est-à-dire entre les 4 subtests, il y en a qui sont très très hauts et il y en a qui sont très très bas, ça va être compliqué pour tout le monde. Et c'est souvent le cas. Et c'est souvent le cas, souvent chez les garçons. Les filles se suradaptent, donc elles arrivent mieux à gérer tout ça. Donc, juste
comme j'ai pas beaucoup de temps, simplement, effectivement, les têtes de classe ne sont pas forcément des précoces. Ils le sont peut-être, hein, mais c'est pas forcément le cas. Et l'inverse, c'est pas parce qu'il est dernier de la classe qu'il n'est pas précoce. Donc c'est vrai que dans les formations, là, je vais juste vous en montrer un tout petit bout et je vais que vous commenter que la première ou la deuxième ligne parce qu'on n'a pas trop le temps. Voilà. Il faut pas confondre un bon scolaire, hein, quelqu'un qui est adapté au système et qui arrivera très très bien et qui arrivera peut-être jusqu'en prépa sans aucune difficulté, simplement avec du travail parce qu'il est bien adapté au système éducatif. Et un précoce qui parfois ne l'est pas du tout. Donc par exemple, la première c'est connaît les réponses ou pose les questions. Combien de fois j'ai des enseignants, vous le voyez en tant que parent, ils n'arrêtent pas de poser des questions. Et il y a certains enseignants pas formés qui me disent « Ah oui, mais c'est parce qu'il le fait exprès, il veut en particulier au niveau du lycée, il veut me pousser dans mes derniers retranchements, il veut voir, c'est juste pour m'embêter. » Non, c'est pas pour m'embêter, parce qu'il en a besoin. Parce qu'effectivement, une porte ouverte s'ouvre pas sur des réponses, mais s'ouvre sur des questions. Mais c'est vrai aussi qu'il faudra lui apprendre à canaliser ces questions, parce que ça peut être très grave. Il n'y a pas un petit garçon, je reviens du lycée français de New York, ils ont la même problématique, puisque la seule chose, c'est qu'ils ont probablement une surreprésentation de précoces, parce que les parents sont ambassadeurs, machin, etc. On fait tous des grandes écoles pour la plupart, donc effectivement, il semblerait qu'il y en ait un peu plus, et en plus, le bilinguisme, voire le trilinguisme de certains, fait qu'effectivement, ça va vite. Il y a un petit qui un jour vraiment a fini par craquer, il y a 15 jours de ça, et qui vient me voir, hein, donc j'étais extérieure à l'établissement, qui vient me voir en disant « J'ai une question à vous poser ». J'ai dit « Vas-y, je t'écoute. Est-ce que vous croyez que ma tête, elle va éclater ?» Je lui dis « Non, pourquoi ? Pourquoi elle va pas éclater ?» Elle dit « Parce que quand on m'apprend des choses à l'école, hein, ça me pose plein de questions. Et des questions, bon, je les garde mes questions. Parfois, je trouve des réponses, mais je les garde dans ma tête. Donc après, quand on redonne autre chose, j'ai encore d'autres questions, mais j'ai gardé les premières. Donc j'en ai de plus en plus, j'ai peur que mon cerveau, il éclate. Donc il se croyait fou. Donc vous voyez que ça peut être extrêmement douloureux et c'est pas anodin, soit effectivement de l'aider petit à petit. Et il y a des bouquins, si vous regardez, si vous êtes intéressé à la précocité, vous allez trouver des livres sur mon cerveau fonctionne tout le temps, comment je peux l'aider à arrêter. Faites-lui faire, par exemple, c'est vrai qu'au début, ça paraît en disant presque hyperactifs ou plein d'énergie, ça paraît impossible de leur dire il faut peut-être faire du yoga, de la relaxation, de la sophrologie. Et pourtant, c'est une des clés pour arriver à contrôler tout ça, parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose entre quelqu'un qui connaît des réponses, qui est juste intéressé, qui a de bonnes idées, etc. Mais entre avoir de bonnes idées, avoir des idées folles et dire, bon, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, d'un côté, vous avez le bon scolaire, hein, et de l'autre côté, vous avez le précoce avec toutes ces interrogations. Donc, un portrait, là aussi, qui va être un portrait en noir et blanc, parce qu'il y a des choses intéressantes et des choses qu'il va falloir canaliser. Un portrait de précoce, c'est tout ça. En vrac, donc je vais détailler un petit peu. Donc c'est de l'hétérogénéité, je vais vous expliquer, rapidité ou lenteur, mémoire, socialisation, insoumission, agitation, intuition, méthode et dynamisme. Et il y en a bien d'autres. Alors, hétérogénéité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une classe, vous les retrouvez entre celui qui est hyper bon en maths, qui adore les maths et qui ne fera que des maths, et qui s'intéresse absolument pas, et l'autre qui va être que bon en français, qui adore écrire et qui voudrait écrire tout le temps, alors qu'il y en a certains qui voudront pas encore écrire la première ligne, que lui, il a déjà fini. Vous allez avoir l'hyper actif qui adore le sport et l'autre qui est tellement gauche que vous le faites passer par une porte, vous pouvez être sûr qu'il se prend le montant de la porte. Vous avez tout ça dans une classe à gérer. Il faut penser effectivement, quand on a plusieurs dans la classe, quand vous en avez plusieurs dans la famille, vous voyez bien à quel point ils peuvent être différents les uns des autres. Donc hétérogéné des appétits, des goûts, ils ont des envies différentes et c'est vrai que c'est un problème. Lenteur ou rapidité, il y a des enfants qui n'arrivent pas à commencer à écrire. Ça, c'est un des problèmes récurrents de la précocité et un des moyens, hélas, par la négative de diagnostiquer un précoce, c'est sa difficulté à rentrer dans l'écrit, alors qu'il possède complètement l'oral. Cette différence entre l'écrit et l'oral.
Donc, rapidité et lenteur, parce qu'il y en a effectivement des filles en particulier maîtrisent très très bien l'écrit et aiment ça. Donc, il faut les inscrire à des tas de concours sur les poètes en herbe, etc. Ça ira. Et il y en a d'autres, et ben il va falloir aborder le problème de l'écrit. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pouvoir vous en parler. Dysynchronie, c'est effectivement cette tension qui dit tension, dit souffrance. Hein. Tension entre ce qu'il a dans sa tête, le petit bonhomme dans la première diapositive. Tension entre ce qu'il a dans sa tête et ce qu'il réalise à l'école. Tension à ce que le demandent les parents. Parfois, il y a une hyper polarisation sur cet enfant-là. Donc tension entre ce que veulent les parents et lui, ce qu'il veut, etc. Donc il y a plein de tensions qui font que il peut être un petit peu malheureux. Pardon, je suis un peu trop vite. Par contre, un outil fantastique, c'est l'outil de la mémoire. Hein. Ils retiennent plus vite, plus longtemps, plus de choses avec un champ visuel plus large. Donc c'est plus. Et ce sont des mémoires presque permanentes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire « Ah, mais ça, je l'ai déjà fait en cours. J'étais en CM2 avec Madame Machin Chose. J'étais assise à côté de je sais pas quoi et c'était à la page 135 du livre. » Je caricature à peine. Hein. C'est de cet ordre-là, la mémoire qu'ils ont. Mais hélas, dans le système éducatif français, vous le voyez bien à vos enfants, la mémoire, elle n'est pas très sollicitée. Elle le sera un peu plus au lycée et encore. Ce sont des hyperesthésiques, ce qui peut poser des problèmes. Hein. Mon précoce de 67 ans est capable de se lever la nuit, aller fermer la porte de la cuisine parce qu'il y a la goutte d'eau qui tombe dans le lavabo qui est à l'autre bout de la maison et il l'entend. Ils sont trop. Ils peuvent avoir des sens très développés. Par exemple, dans les écoles, on ne fait jamais attention, lorsqu'on construit même des nouvelles écoles, au bruit. En particulier, au moment qui devrait être un moment de détente, au moment des repas. C'est hyper mal isolé du point de vue phonique. Et pourtant, ce sont des enfants souvent qui s'énervent parce qu'effectivement, ou qui s'angoissent parce qu'effectivement, il y a trop de bruit, trop de sollicitations. Ce sont des enfants, effectivement, qui entendent très bien, qui peuvent arriver à développer, par exemple, le goût. Les grands chefs, par exemple, en cuisine, sont souvent des enfants précoces qui réussissaient pas forcément à l'école, mais qui ont trouvé leur champ de compétences dans la cuisine, par exemple. Ils pensent pas comme nous. Donc, quand ils pensent pas comme nous, ils répondent à côté. Et le prof, qui n'est pas forcément informé, se dit, c'est pas possible, il le fait exprès. Non, il le fait pas exprès. Quand Arthur est arrivé dans un établissement donc où on connaît la précocité, dans notre établissement, et à un moment donné, il arrive avec une grande valise. Qu'est-ce que tu as là-dedans, Arthur? Et il déballe son truc. Elle lui avait demandé des polygones irréguliers. Mais dans la consigne, elle avait dit faire. Il a fait. Donc elle s'est mise en colère en disant « c'est toujours toi qui fais le clown, qui distrait, etc. » Et lui, qui paraissait insolent, qui lui a dit « Mais madame, vous m'avez dit faire, j'ai fait. Vous m'auriez dit de tracer, j'aurais tracé. » Vous comprenez que ça passe pas forcément bien. Voilà. Et pourtant, il avait raison. Voilà. Donc, les méthodes, on va le vouloir, vous le savez très bien, si vous avez des enfants qui sont en primaire, leur faire apprendre les fameuses tables de multiplication. Qu'ils ne veulent pas apprendre. Pourquoi ils veulent pas apprendre? Parce que c'est répétitif. Et deux, ils ont leur propre méthode. Faites-leur faire un problème, comme par hasard, il est résolu en 2 temps 3 mouvements. Et pas du tout par la table de multiplication. Donc, pourquoi va-t-il s'infliger quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, alors que lui, il a une méthode plus rapide? Donc c'est très compliqué au niveau des enseignants, effectivement, d'arriver à leur faire comprendre qu'effectivement, il y a parfois besoin d'un raisonnement, il y a besoin d'un raisonnement linéaire, etc., parce que c'est pas dans leur truc. Donc les méthodes, en général, ils vous envoient balader et vous leur faire... il peut pas passer dans la classe supérieure parce qu'il sait pas ces tables de multiplication. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc après, vous le voyez bien, là aussi, il y a des typologies très différentes, entre l'extraverti qui saute partout sur sa chaise, à celui qui dira jamais rien, qui va être même la tête de turc, parce que ça arrive, hélas, dans certains établissements. Donc effectivement, on a tout le panel.
dynamiques, vous le savez, parce qu'effectivement, mais quand on les regroupe, parce que nous on les avait regroupés, on savait pas ce qu'il fallait faire quand on a fait notre accueil de précoce, on les avait regroupés. C'était un groupe effectivement très dynamique, qui pouvait effectivement s'étriper entre eux, mais après personne ne pouvait attaquer le groupe. Ils avaient cette solidarité du groupe parce ils avaient constitué quand même une entité. Insoumission, humour, sensibilité, ça, je pense qu'effectivement, tout le monde sait ce que c'est parce que vous êtes confrontés en quotidien en tant que parent à ce genre de choses. Si vous n'expliquez pas pourquoi la règle, elle sera jamais intégrée. Ce sont des enfants donc curieux, qui ont l'esprit de synthèse. C'est bien l'esprit de synthèse, mais je vous montrerai après qu'à l'école, c'est pas ça qu'on demande. La sensibilité, c'est apprendre à la gérer. L'humour, il va falloir qu'effectivement ils voient avec qui ils le font. La complexité, je vous expliquerai pourquoi c'est absolument nécessaire tout à l'heure. La créativité. Et hélas, notre système éducatif est tout sauf créatif. On est plutôt dans Pavlov, question-réponse, que dans la créativité. Un petit clin d'œil pour vous détendre, mais c'est tout à fait vrai. L'intuition, c'est chouette d'avoir de l'intuition, mais quand le prof de maths il vous dit « bon ok, tu pressens que c'est 11 bouteilles, mais comment tu as fait ?» Moi je ne noterai que le raisonnement. Ça coince, et en première ça passe plus. Parce que j'avais collège et lycée, donc on les a suivis jusqu'au lycée. Et l'intuition c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut développer, je vous dirai, au moins, je vais vous ouvrir les portes. Après, il va falloir prendre du temps pour développer tout ça. Surtout des enfants qui ont un regard très critique sur le monde. La moindre erreur, ils la voient. Et comme ils sont pas très diplomates, eh ben, ils vont la dire. Et le prof, il va pas forcément aimer. Ce sont des enfants qui aiment travailler seuls, donc il faut leur apprendre à travailler en groupe. Donc il faut faire très attention. Si vous voulez mettre en pétard un précoce, mais là, tous les précoces, quelle que soit leur typologie, c'est faites une injustice et vous allez voir ce qui va se passer. Ils sont capables de tout. Et ils peuvent être très concentrés, même s'ils sont prêts à la limite de l'hyperactivité, mais sur le sujet qu'ils aiment. Le reste, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, un boulet, ils en ont, et un peu lourd. Qu'est-ce qu'on dit d'eux? On dit qu'ils sont insolents, on dit que voilà, ils peuvent être tyranniques. On parle même de burn-out maternel, c'est-à-dire qu'ils demandent tellement qu'à un moment donné, la maman elle est obligée de tout abandonner pour s'occuper de lui, parce qu'il demande. Mais à un moment donné, stop, quoi, parce qu'effectivement, on n'a pas en place toutes les stratégies, et à un moment donné, on risque de s'épuiser. Donc voilà, on dit tout ça d'eux, et quelque part c'est vrai. Mais c'est vrai, est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une conséquence? Pour moi, c'est souvent une conséquence plutôt qu'une cause. C'est-à-dire qu'effectivement, parce qu'ils sont en mal-être à l'école, qu'effectivement, eh ben, ils réagissent comme ils peuvent, et parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils pour pouvoir réagir. Donc, ils ont besoin de tout maîtriser, etc. Je dis, l'école, elle n'aime pas les différences. Et donc, vous voyez, le petit zèbre de Jeanne Siaud-Fachin, qui est une spécialiste de la précocité, ben, on essaye même de lui enlever les rayures. Et je dis, ben, c'est pas de chance. Quand on a vu ça, toutes les capacités telles qu'elles sont sollicitées par l'école se situent dans le cerveau gauche. Et toutes les compétences de ces petits chéris sont dans le cerveau droit. Donc, ceux qui sont bien équilibrés, cerveau droit, cerveau gauche, ce sont ceux qui roulent tout seuls. Mais le plus souvent, les enfants qui sont en échec, vous avez vu les pourcentages que vous avez donnés, Myriam Maïfassier, c'est qu'effectivement, il y a plus de précoces en difficulté qui réussissent. Et bien, tout simplement parce qu'ils ont une prédominance d'un cerveau sur l'autre. Et là aussi, c'est plus discutable. Avec les IRM, ça se voit. Donc, 5 écueils qu'on soit à la maison, qu'on soit à l'école, il faut absolument que tout le monde travaille dans le même sens. 1, travailler la motivation. Qu'est-ce qui peut motiver votre enfant à la maison? Qu'est-ce qui fait courir les EIP? Donc, on va essayer de voir un petit peu ça. Deuxièmement, l'apprentissage de la pensée séquentielle, parce que c'est bien d'avoir le fouillis, le chaos dans la tête, mais à un moment donné,
on n'arrive plus à s'y retrouver. Regardez leur cartable, regardez l'état de leur chambre. Eh ben, si vous pouviez rentrer dans le cerveau, ce serait pareil. C'est le même chaos, c'est le même fouillis. Voilà. Donc là, il va falloir les aider à faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas. Et c'est pas l'école qui va leur apprendre. Quand est-ce que, souvenez-vous, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, souvenez-vous à quel moment on a dit, tiens, on va faire des exercices pour voir ce qui est important dans cet exercice et ce qui ne l'est pas. Ce qui est premier, ce qui est second. En général, on vous dit, faites le problème de mathématiques. Donc, effectivement, on est dans l'implicite. Et eux, l'implicite, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Il y a trop de fouillis. Il faut qu'on leur explique et qu'on leur mette le nez dans ce qu'est effectivement une pensée arborescente, une pensée séquentielle. Il faut leur expliquer. Donc, la maîtrise de l'analyse, et non, ils sont dans la synthèse. Cerveau droit. L'école dit commenter, argumenter, développer. C'est de l'analyse. C'est cerveau gauche. Donc, ils sont pas dans le bon tempo. La difficulté de l'écrit, qui me paraît être probablement l'un des problèmes majeurs du précoce. Soit du point de vue graphisme, soit du point de vue orthographe. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail par rapport à ça. Et je l'ai mis en dernier, mais pour moi, c'est pas le moindre, c'est le plus important. Parce qu'un précoce bien dans ses baskets, il est à moitié sauvé, il est 3/4 sauvé. C'est effectivement être bien dans un groupe, quel qu'il soit. Ça me paraît être le plus important. Donc, qu'est-ce qui fait courir un EIP? Quelques idées en vrac, mais qui sont très générales compte tenu du temps. C'est leur faire découvrir des choses, leur donner des défis, qu'ils aient quelque chose à apporter qui est vraiment personnel, qu'ils sentent ou qu'ils ressentent, par exemple, si c'est un effort physique, qu'ils aillent au bout de leurs limites. Le fantastique, ça leur plaît. Pourquoi Harry Potter a eu tellement de lecteurs, en particulier des enfants qui ne lisaient pas et qui sont devenus lecteurs parce qu'effectivement, ils étaient dans un monde absolument extraordinaire. L'apprentissage, il faut qu'ils apprennent des choses nouvelles. Quand vous demandez à votre enfant, quand il rentre chez vous, qu'est-ce que tu as appris de nouveau à l'école et qu'il vous répond rien, moi, ça me bouleverse. Mon petit-fils, je lui dis alors, finalement, bilan de la 5e, il n'a pas répondu. Sur une année. Il dit oui, j'ai appris 2-3 petites choses en histoire, en géographie, etc. Mais il avait le sentiment d'avoir passé une année pour rien. Essayez de passer vous une année pour rien et vous allez voir dans quel état vous allez être. Et la création. Faites-les créer puisque l'école ne le fera pas. Créer, ça peut être de la pâtisserie, je veux dire, vous mettez sur le seuil de la porte en disant, écoute, voilà, au début vous encadrez, puis après vous petit à petit vous lâchez en disant, je reviens dans 1 heure, ça serait, s'il a envie, bien sûr, c'est pas une obligation, on décide de la recette, à tous les ingrédients, mais dans 1 heure ou dans 1 heure et demie, je reviens, mais la cuisine doit être rangée comme elle est là maintenant. Parce que sinon, prenez des précautions. Sinon, effectivement, vous aurez peut-être votre gâteau, mais vous mettrez 3 jours à nettoyer votre cuisine parce qu'il y en aura jusqu'au plafond. Voilà. Donc voilà, des choses comme ça. Si vous avez un mari bricoleur, les messieurs qui sont bricoleurs, oui, ils vont vous embêter parce que ça va pas assez vite. Oui, effectivement, n'ayez pas trop peur. Ils risquent effectivement de se couper ou n'importe quoi. Donc si vous prenez les précautions d'usage, faites-les bricoler avec vous. Enfin, des choses comme ça. Faites-les créer de leurs mains, de leur tête. Faites-les créer quelque chose. Faites-leur organiser le pique-nique, vous voulez partir en pique-nique ou vous décidez aller au ski. Qu'est-ce qu'il nous faut? Tu nous fais la liste pour qu'on n'oublie rien, pour que tout le monde puisse partir au ski avec son matériel. Comment on fait pour faire une réservation d'hôtel, etc., etc. C'est ça créer. La pensée séquentielle, c'est une idée après l'autre. Ça paraît tout simple, mais eux, ils savent pas faire une idée après l'autre. Eux, ça part dans tous les sens. C'est le grand chaos, c'est le fouillis, c'est ça. Donc ça, c'est une idée, ça a engendré ça. Et vous imaginez que toutes les sous-parties, ça va en engendrer autant. Donc à un moment donné, ils savent plus où ils en sont. Et ils ne savent pas faire autrement. Donc il faut leur apprendre effectivement à dire « Hop, stop, on est parti de quelle idée? Tu es arrivé là, mais c'est pas ce que je te demandais. Essaye de me trouver, remonter le schéma dans la tête en disant c'est quoi l'idée qui était au départ. C'est ça la pensée séquentielle, en fait, pour définir la pensée séquentielle. Il faut tout définir avec eux. Si vous voulez qu'ils comprennent ce que vous leur racontez, il faut bien leur expliquer et ils comprennent très très bien. Parce qu'effectivement, vous parlez d'eux, c'est ce qu'ils ressentent.
Et ils sentent que c'est leur difficulté. Donc oui. L'écrit, c'est certainement le plus difficile parce que c'est le diagnostic, c'est probablement le plus difficile à faire. Quelques idées, mais il y en a il y en a d'autres. Un, d'abord parce qu'effectivement, il y a trop d'idées au départ. Donc, parce qu'ils sont malhabiles. Tout ce qui est des motricités fines, ils savent pas faire. Donc, si vous jouez au ballon avec lui, il est tout petit, vous lui donnez un gros ballon, puis un ballon moyen, puis un ballon plus petit, puis après la petite balle rebondissante, et il faut qu'il l'attrape, et ben, vous faites de l'écriture sans le savoir, c'est-à-dire qu'effectivement, vous développez la motricité fine. Vous lui faire de l'origami, vous faites du pliage, vous faites des choses comme ça, c'est de la motricité fine. Aller d'un point à un autre, quand vous faites un dessin où on suit 1, 2, 3, 4, 5, ça lui apprend la numération, et en plus, vous l'obligez à essayer d'aller bien droit d'un point à un autre. Vous faites de l'écriture sans faire de l'écriture. Pour les plus grands, vous faites de la calligraphie japonaise si vous trouvez quelqu'un qui peut vous enseigner la calligraphie japonaise. Il va peut-être s'appliquer à la calligraphie japonaise alors qu'il s'appliquera pas à l'écriture. Et petit à petit, voilà, il faut trouver des trucs pour les faire écrire. Parce qu'on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? Parce que dans le système éducatif français, cette chose-là, les 3/4 des enseignants, j'exagère en disant ça, mais il y a beaucoup d'enseignants qui maîtrisent pas, qui veulent pas. Moi, je sais que j'avais, dans l'établissement des tableaux interactifs, j'avais 3 profs qui l'utilisaient sur 88 personnes. Alors que c'est magique, le tableau interactif. Vous avez tout là, les enfants viennent écrire au tableau, on peut changer, on peut mettre des diapos différentes. C'est complètement, comme son nom l'indique, interactif. Mais le problème, c'est une fausse bonne idée de leur dire l'ordinateur. De temps en temps, oui, pour qu'ils aient la satisfaction de rendre quelque chose de propre. Mais non, tant que le verrou institutionnel n'est pas sauté, c'est-à-dire que les examens, ils se passent toujours avec des écrits. Et regardez le baccalauréat qui est pas très loin pour vous, vous l'avez passé pratiquement qu'à l'écrit. Donc, tant que vous entendez pas, Éducation nationale permet les ordinateurs, eh ben non, il faut continuer à les faire galérer pour petit à petit arriver à faire de l'écrit au moins lisible. Au moins lisible. Vous n'en ferez pas des calligraphes, mais il va falloir petit à petit, très progressivement, les faire rentrer dans l'écrit. On n'a pas de choix. Et socialisation, là aussi, à bien réfléchir comment on fait un groupe dans un groupe classe. Si vous dites mettez-vous comme vous voulez, vous pouvez être sûr que ce seront toujours les mêmes qui seront mis de côté. Si le prof de sport il dit tiens Arthur, tu vas aller dans telle équipe, vous allez entendre oh non pas lui, on va encore perdre, voilà, etc., etc. Donc je vous passe effectivement toutes les contraintes que peuvent avoir des précoces pour s'intégrer dans le groupe. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc je suis désolée d'aller si vite, mais je regarde leur tourne et je crois que je suis dans les temps. Donc simplement réfléchissons ensemble, réfléchissez avec lui effectivement de ce qu'on entend par socialisation. En particulier, la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il connaisse son mode de fonctionnement et qu'il s'accepte tel qu'il est. Il sait qu'il est différent, il ne sait pas mettre de mots dessus et ça le rend malheureux. Donc, votre travail de parent, votre travail d'enseignant, si vous avez des précoces, c'est effectivement d'expliquer aux uns et aux autres. Et on peut faire des ateliers philosophiques extraordinaires autour de, même chez des maternelles grande section, hein, moi je l'ai vu, sur la différence. C'est quoi être intelligent? Eh bien, ils savent que quelqu'un qui fait penser ses mains, c'est l'expression qu'elle m'a donnée, un petit élève de moyenne, grande section. Ah oui, mais mon papa, il est intelligent, il est garagiste, il fait penser ses mains. C'est pas beau, ça. Vous voyez, donc, ils savent que l'intelligence, elle peut être très, très différente les uns des autres et il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. C'est ça, la société aussi. Alors, que faire? Eh ben, c'est ce que disait Madame Malifassier, faire un vrai diagnostic, un bon diagnostic. Et encore, là, il est phosphorescent. Ouais, mais c'est important de savoir pourquoi. Pourquoi, effectivement, il est si différent. Et se reconnaître lui, et voir qu'il n'est pas nul, même s'il n'est pas bon à l'école. Montrez-lui qu'il a une mémoire hyper performante. Montrez-lui qu'il a plein d'atouts. Simplement, c'est l'école qui n'est pas très adaptée à lui, mais qu'après, c'est moitié-moitié. C'est ça la vie. On fait à moitié du chemin, on t'aide, mais toi, tu fais la moitié du chemin pour un petit peu aussi rentrer dans le moule. Sachant que c'est très difficile, comme je vous l'ai dit, c'est son cerveau qui va avoir du mal à rentrer dans le moule.
Voilà, et la conclusion, c'est oui, et pardonnez-leur parce qu'ils peuvent être si exaspérants, mais si riches aussi. C'est une vraie chance dans un établissement scolaire, c'est une vraie chance dans une famille d'avoir un précoce. Voilà. Voilà, j'attends vos questions. C'est pas grave, hein. On est... Excusez-moi, juste pour le fonctionnement du micro, en fait, alors, petit cours pratique, on le met contre son menton droit, et alors là, c'est parfait. Ça marche mieux. Ah, ça marche mieux. Donc, je tiens à préciser des petites choses, donc au niveau du fonctionnement du cerveau. Donc, c'est des choses qui continuent à être dites à chaque fois, et donc il y a des choses. Bon, après la communication, après le neuropsychologue de Marseille, des collègues, je suis de Bouches-du-Rhône, après moi personnellement. Il y a des choses au niveau neuronal. Une dynamique qui est plus épaisse, etc., une mémoire de travail plus importante. Ensuite, chaque cerveau est différent. Si on fait une IRM fonctionnelle quand vous réfléchissez, quand vous faites une tâche, moi-même, la voisine, toute autre personne, il y aura des tâches, des éléments qui vont s'allumer, qui vont être différents d'une personne à l'autre. Voilà. C'est mieux, il y a une expo à Paris en ce moment à la Cité des Sciences, qui est cerveau expo neuroludique, qui montre qu'on a tous des cerveaux différents. De même que le cerveau droit et le cerveau gauche, il n'y a pas de cerveau droit qui est surdéveloppé. À la rigueur, on montre une communication interhémisphérique qui est à la rigueur mieux communiquée. Ensuite, il y a, comment dire, ça c'est aussi des fausses idées. Chez certaines personnes, ça va être le cerveau, enfin c'est pas que le cerveau gauche, c'est assez catégorisé. Il y en a qui vont inhiber leur cerveau droit, bien qu'en plus on ait besoin des deux hémisphères pour réaliser des tâches. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y en a qui rentrent beaucoup dans le cerveau gauche et beaucoup dans le verbal, donc complètement inhiber leur côté affectif. C'est comme quand vous disiez, enfin, ça s'est récupéré sur des choses au niveau des Américains, là, l'élève scolaire et l'élève précoce. Ça peut être un élève précoce aussi, l'élève scolaire. Ah, bien sûr, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci, hein. Oui, on est d'accord. C'est souvent présenté comme ça. En fait, il y a des choses qui sont qui sont souvent, qui sont perpétuées aussi de congrès en congrès dans les livres, avec des idées fausses sur le fonctionnement réseau, etc., et le fonctionnement séquentiel et l'intuition. Il suffit juste de leur apprendre à tout ce qui est en fait l'intuition, c'est quelque chose de non conscient. Il suffit juste de le faire passer dans l'inconscient, de les faire ralentir et leur faire prendre conscience de ça. De toute façon, c'est séquentiel, c'est forcément séquentiel, on ne peut pas avoir plusieurs pensées en même temps. Sinon, on irait, ce serait un peu schizophrène. Si on réfléchit des pensées en même temps, on ne pourrait pas s'entendre parler dans la tête. Il suffit juste de les faire ralentir et de les faire prendre conscience. Donc ça se fait, ça se prend en considération, et il faut traiter ça. Voilà, c'est une décision. Voilà. Donc, ce n'était pas une question. Bien, moi ce que je retiendrai de votre intervention, c'est la méfiance entre guillemets qu'il faudrait avoir par rapport à l'éducation nationale. Donc, vous avez quand même à plusieurs reprises évoqué le fait que les enfants précoces ne sont pas toujours très bien perçus par les éducateurs. Donc, je me demande si on fait, si l'éducation nationale, malgré ce que nous a dit un représentant tout à l'heure, si l'éducation nationale est bien capable d'éduquer les éducateurs. Parce que, bon, au vu de l'exemple que j'ai moi, de mon fils précoce, c'est qu'il y a quand même une incapacité de l'éducation nationale à prendre ses enfants en considération. Je vais simplement donner cet exemple-là très rapidement. Nous, on a un fils qui est précoce, qui a été détecté dans le privé
Et quand vous regardez sur Internet, par exemple, les écoles spécialisées pour enfants précoces, vous apercevez qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui proposent justement des établissements qui sont spécialisés là-dedans. Donc, alors, je veux bien admettre qu'il y a certainement une niche, ils s'engouffrent dedans, et tant pour eux. Et je ne suis pas persuadé que l'école publique ait les moyens, et je ne suis pas persuadé que dans l'avenir, elle en aura davantage, contrairement à ce que vous dites. Et cet enfant, on détecté dans le privé, quand nous, on transhumait, on était 6 mois par an dans un endroit, 6 mois par an dans un autre. 6 mois, donc l'enfant était scolarisé dans le privé, où la maîtresse nous a signalé qu'effectivement, il y avait peut-être un problème, entre guillemets. Et quand il s'est avéré qu'il est allé les 6 autres mois dans le public, on est tombé face à un maître qui était plutôt jeune, mais bizarre, il faut bien l'avouer. Et donc, la question que j'ai à vous poser, c'est de vous demander si effectivement vous pensez que l'éducation nationale, à l'heure actuelle, a véritablement les moyens qu'elle évoquait par l'intermédiaire de la dame qui parlait tout à l'heure. Alors, je voudrais répondre 2 choses. D'abord, le fonctionnement privé-public. Alors, privé, ce qu'on entend privé. Moi, quand je vais faire des formations, que je sois dans le privé ou dans le public, c'est pas mon problème. Moi, c'est les précoces qui m'intéressent. Donc, je vais autant dans le privé que dans le public. Mais c'est ce qu'on appelle le privé sous contrat. C'est-à-dire un privé qui est effectivement contrôlé par l'Éducation nationale, l'obligation de faire exactement les mêmes programmes, et les enseignants sont contrôlés par des gens comme Madame Manifacier, c'est-à-dire inspecteurs de l'Éducation nationale, qui sont parfaitement contrôlés dans leur travail. Je ne parle pas du privé hors contrat que je ne connais pas. Donc dans le privé, le problème de privé, j'allais dire privé, enfin non. L'avantage, j'allais dire, entre guillemets, c'est simplement, souvent, un chef d'établissement dans l'enseignement privé peut rester 20 ans en place. C'est pas le cas, ou c'est rarement le cas dans l'enseignement public. Au bout de 2, 3 ans, 4 ans, pour X raisons, il est muté. Or, un projet comme ça, il faut s'inscrire dans le temps. Il faut du temps pour former des équipes. Et en plus, il faut des équipes stables. Si vous changez d'enseignant pratiquement tous les 15 jours, 3 semaines, un mois, c'est pas possible, en fait, tous les ans, j'allais dire. Vous voyez? Donc, c'est ça la différence. C'est qu'effectivement, d'un côté, vous avez une certaine stabilité qui permet de s'inscrire dans le temps. Alors qu'effectivement, au niveau de l'Éducation nationale, il y a probablement un turnover à la fois des chefs d'établissement et des équipes qui font que c'est plus difficile, hein. Mais les gens qui veulent s'intéresser à la précocité, quel que soit l'endroit où ils sont, ils peuvent le faire et faire de l'excellent boulot. Le problème, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est une question de temps. Pour vraiment inscrire un établissement dans la précocité, c'est un travail de longue haleine. Hein. Je me permets de compléter. Oui, bien sûr. Je me suis caché, mais je suis toujours là. C'est justement pour repérer. Voilà, donc pour répondre à monsieur, je ne suis pas sûr que je vais. Déjà, j'aurais pu le terme de bizarre pour un enseignant. Un enseignant a passé des concours, il a passé des concours difficiles, il vaut largement n'importe quel autre humain. Donc, pour ma part, dans mes fonctions d'inspection, je n'accepterai pas qu'on traite un enseignant de bizarre. Cela étant dit, il arrive, et vous avez raison, monsieur, je l'ai dit tout à l'heure, que certains enseignants ignorent encore qu'il existe un site et des ressources. Or, ce site existe, les ressources existent. L'information existe, j'ai signalé tout à l'heure à quel point c'était un chantier extrêmement complexe sur lequel on avance doucement. Alors, cela étant dit, vous parlez d'un cas, et je peux entendre parfaitement qu'il y ait des cas non résolus. Ce dont nous nous rendons compte, c'est que la plupart des cas qui sont non résolus sont des cas qui n'ont pas forcément été portés à la connaissance du réseau académique. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, même si, et je partage ce qui a été dit, à savoir qu'un enseignant qui connaît des éléments de repérage et qui est capable de les mettre en relation peut repérer un précoce, avoir l'idée qu'il y a un précoce dans sa classe. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Moi, avant de me traverser du sujet, j'en connaissais moins que maintenant. On est tous arrivés à un moment dans un métier où on ne sait pas faire. Mais si les familles, alors là, essayez de comprendre, parce qu'en plus c'est la vérité, je ne cherche pas à vous persuader, je cherche à vous convaincre parce que c'est la réalité. Tous les cas qui sont portés à notre connaissance sont pris en compte. Je l'ai dit,
avec plus ou moins de succès. Mais un élève précoce qu'on prend en compte dans le système scolaire ne va pas d'un claquement de doigts passer, prenons un exemple, de 2 à 18 en mathématiques. La personne psychologue parlait tout à l'heure, bien sûr, ce n'est pas très difficile à prendre en compte un précoce. Il suffit, si effectivement il n'a pas d'autres problèmes de type psychologique ou cognitif, il suffit de lui expliquer quel est son mode de fonctionnement. Madame Legault l'a dit très bien. Elle a dit, on parlait tout à l'heure du séquentiel, etc. Effectivement, il faut qu'il apprenne à faire des arrêts sur l'image. Il faut qu'il arrive à trier dans ses pensées. Il faut qu'il arrive à ordonner ses pensées. Il faut qu'il arrive à analyser. Une fois qu'on a dit ça, un de mes amis qui est également pédagogue, qui est inspecteur, s'appelle Jean-Marc Louis. Il a écrit pas mal de bouquins de pédagogie pour les précoces. Il dit s'il y a 2 mots à retenir, ce sont les mots d'expansion et de contention. Il faut permettre aux précoces d'aller plus loin, autrement dit, lui nourrir son cerveau par des activités, des lectures, des recherches, etc. Et en même temps, contention, c'est-à-dire qu'il faut l'aider à se cadrer, à cadrer à la fois son affectif, puisqu'effectivement, il est très sensible, il est hypersensible, on a parlé de l'hyperesthésie tout à l'heure, et il faut l'aider à cadrer son cerveau. Alors c'est très dur, mais dans les cas qui ne sont pas traités, ce sont la plupart du temps des cas qui n'ont pas été portés à la connaissance du réseau. Vous devez savoir, vous, public aujourd'hui, donc que dans toutes les académies, il y a un référent académique. Donc si effectivement votre enfant relève d'une prise en compte spécifique, il importe de prendre contact avec le référent départemental, etc., qui s'engage, il engage sa responsabilité. Après, ça peut parfois être un peu long. Mais comme disait Madame Legault, nous travaillons sur le public, nous travaillons un peu sur le privé sous contrat, parce qu'il faut savoir que sur le privé sous contrat, nous contrôlons juste que les enseignants respectent les programmes, puisqu'ils sont payés par l'État, si je puis dire. Mais en revanche, le chef d'établissement d'un établissement privé sous contrat est complètement libre des démarches et des méthodes. Il est autonome par rapport à ça. Donc nous ne pouvons rien imposer. Quant au public hors contrat, il fait exactement ce qu'il veut, parce qu'il a une clientèle. Alors nous regrettons quand il y a des cas qui passent au travers et que l'enfant est malheureux, nous sommes, nous, au réseau, nous sommes au front, et nous sommes les premiers à le déplorer. Mais signalez nous les cas, et sachez que lorsque nous estimons pour nous qu'un cas a été traité, c'est-à-dire que moi j'ai appelé l'IEN a appelé le directeur d'école. Le directeur d'école a fait une équipe éducative. L'enseignant a mis en place ou pas quelque chose. Si, un mois après, personne ne me réécrit, j'estime que le cas est réglé. Moi, je ne vais pas rappeler les 300 familles. En revanche, je peux vous dire que sur les 300 cas de l'année dernière, on a eu à peu près 8 cas qui n'ont pas été traités de façon aussi satisfaisante qu'on aurait pu l'espérer. C'est pas faux sur 300. Ça veut dire quand même qu'il y en a eu un paquet qui l'ont été. Voilà, cela dit, nous sommes désolés quand ça ne fonctionne pas. Bonjour, moi je me permets d'intervenir en tant qu'enseignante. J'entends parler d'un réseau académique, etc. et j'en suis vraiment fort heureuse. J'en avais jamais eu connaissance jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais été formée en ce qui concerne les enfants précoces. Je n'ai jamais eu connaissance de quelque dispositif que ce soit. Donc je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance de notre part de ce qui existe. Et moi, ma question fondamentale, c'est pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a eu aucune formation là-dessus. Ça pourrait être une formation départementale, une par an, au moins qu'on nous propose une conférence, quelque chose là-dessus. Et ma question principale, c'est, à l'heure d'aujourd'hui, la formation des enseignants intègre-t-elle au moins un module de formation sur la connaissance et le dépistage des enfants précoces? Est-ce que ça intègre de la même façon la connaissance des enfants autistes, etc. Enfin là, on est quand même dans une problématique qui est plus large, mais c'est une chose parmi d'autres. Ce sont des cas particuliers que l'on connaît très mal. Voilà. Je pense que ça va dépendre énormément des SP, enfin les ex-IUFM. Il y a des SP dans lesquels, en même en tant qu'association, on intervient. Moi, je me souviens qu'il y a 2 ans, sur Limoges, donc tous les jeunes enseignants avaient un module de 2 jours. Il y avait la présence de Monsieur Delaubier, qui était l'inspecteur général de l'Éducation nationale, qui était le premier à faire un rapport là-dessus. Et donc, c'était pris en compte dans les modules de formation. Mais je pense
pense que là, je sais pas exactement comment s'organisent les modules de formation dans les différentes SP. Peut-être que Madame Alefassi, vous le savez, parce que ça dépend vraiment, je pense, des académies. Madame est dans l'Aude, juste pour répondre dans l'Aude, nous avons dans l'Aude là un inspecteur qui vient d'arriver, qui a créé le dispositif académique du collège Victor Hugo à Narbonne. C'est un dispositif qui fonctionne très très bien. Pour ma part, je mets en place une action tous les ans, madame. Il suffit de regarder dans le plan académique de formation. Il y a une action, tous les ans, nous avons 150 personnes qui s'inscrivent et qui viennent à Montpellier pour une journée de formation. Sur les plans, pour les professeurs des écoles, c'est un petit peu différent, ce sont des plans départementaux. Cette année, M. Lafitte, qui est l'inspecteur IEN ASH, il vient d'arriver, il était instituteur spécialisé, il a passé le concours d'IEN, et il revient cette année comme IEN ASH. Précédemment, c'était M. Roland qui gérait le département de l'Aude. Il y a eu tous les ans, les inspecteurs premier degré, c'est pas spécialisé, mais je sais comment ils fonctionnent, ils entrent dans leur cahier des charges d'aller dans les écoles, à la rentrée, ils vont compter les élèves dans les écoles, et ils déposent de façon systématique la brochure. Maintenant, après, on en revient à ce qu'on dit, je ne peux pas faire plus. Il y a 35 000 professeurs. On a un site académique, si on clique EIP Académie de Montpellier, on y arrive. On télécharge la brochure, on la met à l'école. Après, que faire? C'est 35 000, on ne peut pas faire 35 000 formations tous les ans. C'est compliqué. Oui, moi j'avais du coup aussi une petite remarque à faire. On a vraiment l'impression, dans ce que vous dites toutes les deux, que tout est question de personnes. On tombe sur une oreille bienveillante, quelqu'un qui connaît, qui a un enfant précoce, ou un petit-fils, bref. Donc là, on va tomber sur une oreille bienveillante et comme vous disiez, les équipes ne sont pas forcément non plus pérennes, donc voilà. Pour revenir sur le groupe académique, le réseau académique, pour la petite histoire, nous sommes arrivés sur l'Aude, nous en famille, avec très contents l'an dernier, parce que justement il y avait des dispositifs EIP. Notre arrivée dans un collège EIP on a été reçus, et la première chose, mon fils me dit, surtout maman, ne dis pas mon âge. Je voudrais que dans la classe, qu'on ne sache pas mon âge. Il avait 2 ans d'avance. On a été donc reçus par la direction et la première chose qu'on nous a dit, c'est « Ah, c'est un HP ?» Je l'ai vu devenir vite, donc voilà. Au niveau de la formation dans un collège étiqueté EIP, ça pose quand même question. Ensuite, l'année a un petit peu avancé, et puis rien n'étant mis en place et les difficultés étant quand même très importantes, j'ai pris contact avec le référent EIP. En lui expliquant toutes les difficultés d'ordre méthodologique, de passage à l'écrit, de souffrance, etc. Et je lui ai demandé conseil. Donc il m'a bien expliqué que toutes les équipes et tous les collèges étaient censés pouvoir mettre en place des aménagements, mais que si mon fils rencontrait une difficulté particulière, il pouvait demander à intégrer un collège étiqueté EIP. Donc je lui ai renvoyé en lui disant que ça tombait bien parce qu'il était justement dans un de ceux-ci. Voilà. J'ai rencontré le principal en lui disant en lui demandant qu'est-ce qu'il comptait faire et ce qui se mettait en place. Simplement, peut-être un enseignant référent qui prenait en charge de temps en temps les EIP du collège. Il devait y en avoir 2 ou 3, simplement. Il y en a un qui est parti en cours d'année parce que ça ne fonctionnait vraiment pas. Ça permettrait un petit peu de vider son sac, de faire un petit peu de méthodo, etc. Et il m'a dit, écoutez, sincèrement, l'équipe n'adhère pas. Je vais demander à ce qu'on m'enlève l'étiquette EIP. Ok. Cette année, c'est toujours un collège étiqueté EIP. Pour ce qui est du PAI, que nous avons demandé à remettre en place, malheureusement, le médecin éducation nationale est parti au mois de février et n'a pas été remplacé. Donc, on nous a dit impossible de faire un PAI. On m'a dit, on n'a pas de médecin. Je leur ai dit, ça, c'est pas mon problème, vous en trouvez un. Donc, il a passé le brevet des collèges sans PAI. Et voilà, c'est tout. C'était pour la petite histoire. Non, mais c'est pas contre vous. On est serré sur des enseignants bienveillants, mais on se retrouve famille et nos enfants confrontés à des difficultés. Et j'espère que, les choses se mettent en place. Et ça, c'est les choses se mettent en place, mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail, voilà. C'est ce que dit Mme Alefassi. On a encore beaucoup de travail. On le voit bien, nous, en tant qu'association, on est énormément sollicités au niveau des formations. D'ici Noël, on est dans 4 endroits différents. Je passe mon temps sur les routes et on a l'impression que c'est le tonneau des d'abeilles. On remplit et ça se vide. Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire.